Bonjour et bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, je vous propose de plonger ensemble dans une affaire particulièrement sombre qui a secoué une banlieue paisible de Chicago en 2021. Les habitants de ce quartier pensaient alors vivre dans un environnement parfaitement sûr, jusqu'au jour où le mystère de la disparition d'une adolescente a révélé un cauchemar qui se déroulait derrière les murs d'une maison tout à fait ordinaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite, si vous appréciez mon contenu, à laisser un like et à vous abonner à ma chaîne. À l'époque des faits, la communauté locale traversait une période de léthargie post-confinement. Les gens reprenaient peu à peu leurs habitudes. Les écoles fonctionnaient tant bien que mal, et les activités de voisinage étaient en train de renouer avec une certaine convivialité. Dans ce décor anodin vivait une jeune fille de 15 ans, Sarah Henderson. Elle était d'une stature frêle, avec de longs cheveux châtains qui retombaient souvent en cascade sur ses épaules, et un visage doux qui semblait figé dans une perpétuelle rêverie. Beaucoup d'adultes de son entourage la décrivaient comme une adolescente réservée mais douée pour les études, affichant un potentiel scolaire prometteur. Selon plusieurs témoignages, elle n'avait jamais fait de vagues et ne semblait pas entretenir d'hostilité particulière avec qui que ce soit. Elle inspirait au contraire confiance, et son sourire timide la rendait immédiatement sympathique à ceux qui la rencontraient. Ses professeurs notaient sa soif discrète d'apprendre et son esprit créatif. Ses copines de classe, quand elle parlait d'elle, la décrivaient comme une jeune personne attentive, toujours prête à écouter les problèmes des autres, tout en n'osant presque jamais évoquer les siens. Son univers personnel, en apparence, ne laissait rien transparaître de grave ou de menaçant. Sarah vivait avec son père, David Henderson, un médecin local fort apprécié dans le voisinage. Âgé d'une quarantaine d'années, David était plutôt grand et d'allure svelte. Son visage dégageait à première vue une bienveillance, accentuée par des cheveux bruns clairs coupés courts, toujours impeccablement coiffés. Les patients de la clinique privée où il exerçait le considéraient comme un soignant dévoué, soucieux d'apporter réconfort et sérénité. Les voisins l'avaient souvent vu sortir faire son jogging matinal et saluer tout le monde d'un geste amical. Son charisme et sa gentillesse apparente en faisaient une figure familière et presque rassurante. Pour beaucoup, il était un père veuf qui élevait seul sa fille, avec une attention méticuleuse. Peu de gens s'interrogeaient sur son quotidien ou sur la manière dont il gérait l'éducation de Sarah, tant il semblait incarner le modèle du père protecteur. Certains proches, cependant, rapporteront plus tard avoir parfois perçu chez lui un voile d'insatisfaction, comme si la réussite professionnelle et la bonne réputation ne suffisaient pas à combler un vide intérieur. Il est pourtant vrai que, publiquement, David Henderson se présentait toujours comme un homme comblé, fier de sa fille, très investi dans la vie locale. Une autre figure, intimement liée au quotidien du père et de la fille, était une assistante dévouée nommée Rebecca Townsend. Âgée d'une trentaine d'années, de taille moyenne, visage avenant, longs cheveux blonds, elle faisait office d'aide précieuse sur la clinique privée où tous deux travaillaient. Lui en tant que médecin, elle comme gestionnaire administrative et parfois soutien infirmier. Dans le quartier, on la croisait de temps en temps lorsqu'elle rendait visite à la maison de la famille Henderson pour aider à quelques tâches, notamment depuis le décès de la mère de Sarah, survenu plusieurs années plus tôt. Rebecca avait en effet affiché publiquement un soutien sans faille envers David, dont elle semblait admirer les compétences médicales et la force de caractère. Certains voisins la décrivaient comme une amie de la famille, d'autres la considéraient surtout comme une collègue trop impliquée. Quoi qu'il en soit, elle se tenait toujours prête à donner un coup de main, à la maison comme au cabinet, et manifestait une profonde gentillesse envers Sarah. Du moins, aux yeux du public, tout portait à croire qu'elle avait la bienveillance sincère d'une proche désirant aider une adolescente à grandir dans un foyer équilibré.
À l'approche du printemps 2021, rien ne laissait présager le drame qui allait éclater. Les cours venaient de reprendre en présentiel, permettant à Sarah de retourner à ses interactions sociales après plusieurs mois de suivi scolaire à distance. Plusieurs camarades la voyaient à la bibliothèque, plongée dans ses ouvrages, ou discutaient avec elle à la sortie de l'établissement. Puis, presque du jour au lendemain, cette jeune fille discrète cessa d'apparaître. D'abord, certains pensèrent à une maladie, d'autres imaginèrent qu'elle était partie en voyage scolaire. Les rumeurs naquirent lentement. On la disait perturbée par un chagrin sentimental ou en pleine fugue adolescente. Pourtant, ces spéculations ne prirent pas aussitôt l'ampleur d'un véritable scandale, car le quartier de Chicago où ils habitaient n'était pas coutumier des événements tragiques. Les lieux respiraient une certaine sécurité. Le père, quant à lui, expliquait à qui voulait l'entendre que sa fille traversait une phase difficile, qu'elle était en pleine crise d'adolescence, et que peut-être elle avait fugué pour échapper à une pression scolaire. Des messages inquiétants circulèrent alors sur les réseaux sociaux locaux, relayant un appel à l'aide pour retrouver la jeune fille portée disparue. Les groupes de voisins organisèrent des rondes improvisées dans les rues, dans les parcs, et il était presque impossible de faire un pas sans entendre quelqu'un spéculer. Et si la disparition de Sarah n'était pas une simple fugue? Le père, David Henderson, semblait littéralement dévasté. Il distribuait des tracts, contactait la police, restait en liaison constante avec des associations locales dédiées aux mineurs disparus. Il multipliait aussi sur les réseaux sociaux les publications suppliantes, demandant qu'on lui donne la moindre information concernant sa fille. Vu de l'extérieur, son implication était exemplaire. Il organisait même des battues dans les alentours, invitant tout le voisinage à le soutenir dans sa quête. Il rendait compte de chaque déplacement, se rendait à la gendarmerie locale pour faire le point avec les officiers et passait dans les boutiques voisines pour laisser la photo de Sarah. Les commerçants, toujours enclins à aider, acceptaient volontiers d'afficher le portrait de la jeune disparue sur leur vitrine. Personne ne voulait se résigner. Tout le monde espérait la retrouver saine et sauve. Si, à ce moment-là, la police ne disposait d'aucun élément suspect, l'inquiétude grandissait chaque jour, et certains commençaient à évoquer la possibilité d'un enlèvement pur et simple. Étrangement, le père encourageait même l'idée que sa fille ait pu tomber entre les mains d'un malfaiteur. Il récitait parfois des scénarios alarmants, s'abandonnant à des hypothèses noircies d'une crainte dévorante. Pendant un temps, la banlieue se figea dans la peur. Si un kidnappeur rôdait, tous voulaient protéger leurs enfants. Les parents redoublèrent de prudence, surveillant les allées et venues de leurs propres adolescents. Certains se mirent à suspecter des étrangers ou des marginaux aperçus dans le coin. La tension commençait à monter, les esprits s'échauffaient. Il fallut plusieurs semaines avant qu'une enquête véritablement approfondie ne débute. Les forces de l'ordre, initialement prudentes, cherchaient à déterminer s'il s'agissait ou non d'une fugue. Quand le délai d'absence s'allongea trop pour qu'on la mette encore sur le compte d'une simple rébellion adolescente, la police locale intensifia ses recherches. Les premiers témoignages d'amis de Sarah mirent en évidence un changement d'attitude, survenu chez l'adolescente durant la seconde moitié de l'année précédente. Il parlait de comportements nerveux, de petites ecchymoses apparues ponctuellement sur ses bras, d'une tristesse diffuse que la jeune fille justifiait vaguement par des tensions familiales. Ces aveux épars, que nul n'avait creusés sur le moment, alimentèrent l'idée que Sarah vivait peut-être une situation bien plus lourde que les observateurs ne l'avaient jusqu'ici soupçonnée. Cependant, malgré ces indices, aucun élément concret n'orientait vers un responsable direct. Le père, toujours dans le rôle du parent, endeuillé par la disparition de son unique enfant, collaborait activement avec les enquêteurs. Il les recevait parfois chez lui,
leur offrait des rafraîchissements, leur expliquait les moindres détails de la personnalité de Sarah, répétait que sa fille était peut-être trop sensible pour affronter la pression scolaire. Rebecca Townsend, son assistante, confirmait ce portrait, évoquant une adolescente discrète et fragile, tourmentée par le deuil de sa mère. Ainsi, le mystère persistait. Comment expliquer qu'une jeune fille, par ailleurs décrite comme attachée à sa scolarité, se volatilise sans laisser de traces? La découverte du crime proprement dit se produisit brutalement après presque 9 mois de recherche infructueuse. Une journée, un technicien chargé d'intervenir dans la maison de la famille Henderson pour un problème de connexion Internet signala à la police avoir entendu un bruit étrange en provenance du sous-sol. Il parlait d'une sorte de plainte étouffée, un gémissement presque animal, mais suffisamment clair pour réveiller ses soupçons. Dans un premier temps, l'agent d'accueil prit la remarque au sérieux, car un simple SOS mal intercepté pouvait parfois sauver une vie. On dépêcha donc une patrouille sur place pour vérifier s'il n'y avait pas un animal blessé ou quelque chose de suspect. Le père affirma qu'il n'avait rien entendu et qu'il devait probablement s'agir des vieilles canalisations qui faisaient résonner des bruits bizarres. Le policier, un sous-officier persévérant, remarqua cependant l'inquiétude dans le regard de l'homme, comme si sa courtoisie habituelle laissait percer un léger trouble. Cet homme de loi, instinctif, insista pour jeter un œil dans chaque recoin du sous-sol. Au fond d'un couloir en béton, derrière des caisses empilées, la patrouille découvrit une porte. Lourdement verrouillée, elle ne s'ouvrait pas, malgré les explications hâtives du père qui prétendait qu'il s'agissait d'un vieux réduit condamné. Devant la suspicion grandissante, l'officier exigea l'autorisation de l'ouvrir. Le père, nerveux, fit mine de chercher la clé, arguant qu'il ne s'en était pas servi depuis des années. Finalement, sur les ordres supérieurs, un serrurier fut appelé. Lorsque la porte céda, la scène glaça tout le monde. Une pièce exiguë, mal éclairée, où régnait une odeur d'humidité mêlée à d'autres relents nauséabonds. Au centre, recroquevillée, la silhouette émaciée d'une adolescente, visiblement affaiblie, couverte de plaies superficielles et de traces de coups. Elle se trouvait dans un état de prostration avancée, comme si elle ne comprenait plus la différence entre la lumière et l'obscurité, entre la réalité et le cauchemar. Les policiers la reconnurent aussitôt. C'était Sarah Henderson, la jeune fille que tout le monde cherchait. Le choc fut indescriptible. L'homme, jusque-là considéré comme un père exemplaire, fut subitement placé en état d'arrestation. D'après les premiers constats médicaux, Sarah était retenue là depuis sa disparition, soit environ 9 longs mois. Les enquêteurs n'en revenaient pas. Comment un père, au-dessus de tout soupçon, avait-il pu dissimuler à ce point son propre enfant et monter en parallèle une gigantesque mise en scène de disparition? Les voisins, effondrés, évoquèrent la grande mascarade débattue, des affiches, des prières publiques qu'il avait organisées. Les médias locaux s'emparèrent immédiatement de cette histoire macabre, révélant au grand jour une duplicité qui dépassait l'entendement. Dans les heures qui suivirent, tandis qu'on emmenait Sarah à l'hôpital pour la soigner et lui prodiguer une assistance psychologique, David Henderson était interrogé sans relâche par la police. Son attitude balança entre un mutisme méfiant et des justifications incohérentes. Une fois devant des preuves accablantes, il tenta de se dire débordé, comme si un démon intérieur l'avait poussé à maltraiter sa fille. À aucun moment il ne montra de véritable culpabilité ou de compassion sincère pour la souffrance infligée. Rapidement, le nom de Rebecca Townsend apparut parmi les personnes Gershias à interroger de près. Il fut établi qu'elle connaissait la maison, y entrait régulièrement, et qu'il semblait impensable qu'elle n'ait jamais rien remarqué. Interrogée, l'assistante maintint d'abord qu'elle ne soupçonnait rien. Elle venait pour des tâches administratives, rangeait quelques affaires dans le salon, apportait parfois des repas,
mais ne mettait jamais les pieds au sous-sol. Son discours était confus, entaché de contradictions. Les enquêteurs la soupçonnèrent de complicité passive, car au moins certains détails auraient dû attirer son attention. Des messages retrouvés dans le téléphone du médecin révélèrent bientôt qu'elle était bien plus qu'une collaboratrice. Elle entretenait une relation intime avec lui, ponctuée de conversations où perçait un certain cynisme envers l'adolescente. Si ces messages ne prouvaient pas formellement qu'elle avait participé activement à la séquestration, ils tendaient à montrer qu'elle était au courant de certaines situations ou, au minimum, de la nature abusive du comportement paternel. Au fil de l'enquête, on rassembla divers indices pointant vers sa connaissance des mauvais traitements infligés à Sarah. En outre, Rebecca envoya plusieurs SMS laissant entendre qu'elle couvrait des absences du médecin sur la clinique pour qu'il puisse, soi-disant, faire le ménage à la maison. On trouva dans sa voiture des clés de la demeure, ce qui laissait supposer qu'elle pouvait y accéder en l'absence de David Henderson. Les officiers chargés de l'investigation recueillirent une série de témoignages pour dresser un portrait cohérent de l'atmosphère au sein de la maison Henderson. Quelques rares amis de Sarah affirmèrent avoir remarqué des indices de mal-être chez la jeune fille, plusieurs mois avant sa disparition. Ils citaient des allusions qu'elle faisait sur la pression paternelle, des allusions voilées à de la violence psychologique, voire physique. Une voisine expliqua qu'elle avait, un soir de rage, entendu des bruits étranges, comme des coups sourds, mais qu'elle n'y avait pas prêté plus d'attention, convaincue que la famille Henderson vivait un quotidien harmonieux. Un camarade de classe se souvint d'un œil au beurre noir qu'il avait aperçu sur Sarah, à l'époque justifié par une simple chute dans l'escalier. Toutes ces pièces du puzzle, mises bout à bout, renforçaient l'idée d'une spirale de maltraitance qui s'était imposée, insidieusement, sous le vernis de la respectabilité. Au sein du commissariat, l'enquête fut confiée à 2 principaux détectives. Le premier, un inspecteur chevronné, était réputé pour sa rigueur méthodique. Malgré un tempérament plutôt réservé, il travaillait d'arrache-pied, accumulant les comptes rendus, croisant chaque détail, reconstituant la chronologie des événements avec une précision quasi chirurgicale. Le second, un collègue plus jeune, arrivait d'une section d'investigation criminelle plus spécialisée. Il était connu pour un style plus intuitif, tentant souvent de se mettre mentalement à la place des victimes et des suspects pour percer leurs motivations. Au début, leurs approches divergentes créèrent quelques tensions. L'un exigeait des preuves matérielles tangibles, l'autre accordait de l'importance à l'analyse comportementale. Mais ils trouvèrent vite un terrain d'entente. La souffrance évidente de Sarah dictait qu'il fallait tout mettre en œuvre pour comprendre ce qui s'était passé dans ce sinistre sous-sol. L'enquête technique s'avéra primordiale. Les experts en médecine légale prélevèrent des échantillons de fibres, de cheveux et d'ADN un peu partout dans la pièce secrète. Ils constatèrent que la pièce était équipée d'un dispositif de verrouillage sophistiqué, permettant de condamner la porte de l'extérieur sans possibilité d'ouverture manuelle depuis l'intérieur. On mit aussi la main sur un cahier où l'adolescente avait griffonné, entre 2 périodes de silence forcé, des bribes de pensée, des messages de détresse, des souvenirs d'avant sa séquestration, la peur de ne jamais être libérée et même des tentatives de se raccrocher à un espoir de survie. On découvrit qu'elle avait marqué des traits sur un mur pour compter les jours, allant jusqu'à dessiner de petites croix, luttant pour ne pas perdre la notion du temps. Les séances d'interrogatoire de David Henderson cherchèrent à déterminer son mobile. Pourquoi diable aurait-il enlevé sa propre fille alors qu'il jouissait d'une réputation honorable? Avait-il cherché à punir l'adolescente pour des raisons obscures ou répondait-il à un dérèglement psychologique? Les enquêteurs apprirent, par recoupement, que l'homme faisait face à des difficultés financières importantes, malgré son statut de médecin apprécié.
il croulait sous plusieurs dettes liées à un mauvais investissement immobilier. En parallèle, on soupçonna un désir de contrôle extrême, aggravé par le décès de son épouse des années plus tôt. Certains psychologues évoquèrent la possibilité d'une forme de rancune délirante, projetant sur Sarah la responsabilité de l'isolement affectif du père. D'autres crurent à un dessein plus matériel, comme le versement frauduleux d'assurance ou de pension. Mais rien ne put expliquer intégralement la cruauté de la séquestration. En ce qui concerne Rebecca Townsend, elle fut elle aussi examinée sous toutes les coutures. Ses relevés bancaires, ses échanges de mails, ses déplacements, tout indiquait qu'elle se rendait souvent au domicile du médecin, y compris à des moments où Sarah devait être enfermée. Néanmoins, personne ne trouva de preuves directes qu'elle l'ait nourrie, ni qu'elle ait participé activement aux violences. Des SMS laissaient entendre qu'elle approuvait ou au moins soutenait le père, notamment quand il se plaignait du comportement ingrat de sa fille. Cette ambiguïté fut au cœur du dossier. S'agissait-il d'une complicité passive ou d'une participation délibérée? Les enquêteurs s'orientèrent vers la première hypothèse, car aucune trace n'impliquait qu'elle ait touché physiquement la jeune fille. Toutefois, un refus manifeste de dénoncer un crime de cette ampleur s'apparentait déjà à une sérieuse infraction. Au fur et à mesure que l'histoire se dévoilait, la couverture médiatique s'intensifiait. Les journalistes campaient devant le commissariat et devant la maison en question, cherchant à capturer la moindre déclaration. Les voisins, sous le choc, essayaient de digérer l'information que l'homme respectable qu'ils croisaient chaque matin était capable d'un acte aussi atroce. Certains confiaient leur sentiment de culpabilité, regrettant de ne pas avoir creusé davantage quand ils avaient aperçu des indices de mal-être ou de ne pas s'être plus intéressés à Sarah. D'autres ressentèrent de la colère, estimant que les services sociaux auraient dû repérer quelque chose de suspect. Dans ce tumulte d'émotions, la priorité restait néanmoins le rétablissement de la jeune fille, désormais prise en charge dans un centre hospitalier spécialisé. Les médecins notèrent son état de dénutrition, ses ecchymoses, mais furent surtout préoccupés par la détresse psychologique qui se lisait dans son regard. Des psychologues commençaient à l'évaluer, constatant un état de stress post-traumatique aigu. Sarah parlait peu, comme si elle se méfiait de chaque nouvelle présence adulte. Elle craignait un retour immédiat à la pièce condamnée. La peur semblait ancrée au plus profond d'elle, et les soignants ne savaient pas encore si elle arriverait à se reconstruire. L'enquête se dirigea alors vers un moment crucial. Après avoir accumulé suffisamment de preuves, le procureur du district émit des chefs d'inculpation sévères à l'encontre de David Henderson. Au vu de la gravité des charges, séquestration, enlèvement, violence aggravée sur mineurs, torture psychologique, le prévenu encourait une peine de prison à perpétuité. Rebecca Townsend fut arrêtée à son tour, poursuivie pour non-dénonciation de maltraitance et complicité potentielle. Son avocat arguait qu'elle avait cédé à l'emprise psychologique du médecin, manipulée au point de ne plus mesurer l'horreur de la situation. Le camp du procureur répliqua que n'importe quel citoyen capable de raison n'aurait pas pu ignorer un enfermement de 9 mois dans une cave. Le procès s'annonçait retentissant, et les autorités locales prirent des dispositions pour le dérouler dans le calme, loin de l'agitation populaire. Lorsque la date du procès fut fixée, la ville entière se prépara à l'ouragan médiatique. Les audiences s'ouvrirent dans l'enceinte d'un tribunal sobre, protégé par un important dispositif de sécurité. Le procureur, connu pour sa fermeté, dirigeait l'accusation avec la volonté farouche d'obtenir une peine exemplaire. David Henderson, visage fermé, n'exprimait aucun remords. Entouré de ses avocats, il garda un silence glacial sur beaucoup de points, ne reconnaissant que partiellement les faits. Son équipe de défense essaya une manœuvre risquée. Plaider l'instabilité mentale et mettre en avant des facteurs psychologiques troubles.
Toutefois, les preuves matérielles d'une organisation minutieuse, cette pièce spécialement aménagée, la mise en scène de la disparition, les mensonges répétés aux enquêteurs, anéantirent les arguments d'un acte irrationnel. Les photographies de la pièce, le cahier de Sarah, les échantillons de sang relevés, tout indiquait une détermination méticuleuse et non un simple accès de folie. Au cours des témoignages, la voix de la victime résonna avec une intensité dramatique. Après plusieurs séances de préparation avec des psychologues, Sarah accepta de témoigner par visioconférence pour éviter la confrontation directe avec son père. Les juges l'autorisèrent, vu l'extrême sensibilité de l'affaire. Elle décrivit, d'une voix tremblante, l'enchaînement des brimades et des coups, l'incompréhension totale lorsqu'elle s'était réveillée, enfermée pour la première fois, l'espoir de sortie qu'on lui avait fait miroiter en échange d'une totale obéissance. Dans la salle d'audience, l'émotion fut palpable. Plusieurs jurés furent d'abord bouleversés par la cruauté inouïe infligée à cette adolescente. Des extraits de ses carnets personnels, lus à haute voix, renvoyèrent l'assistance à la réalité atroce qu'elle avait subie, la solitude, la peur de devenir folle dans cet espace clos, l'attente du moindre son extérieur qui pourrait annoncer une libération. Les procureurs s'emparèrent de ces passages pour souligner le caractère intentionnel et prolongé de la séquestration. Rebecca Townsend, quant à elle, nia de manière véhémente toute implication directe. Elle reconnut avoir été au courant d'un comportement autoritaire du père, mais prétendit n'avoir pas réalisé qu'il emprisonnait sa fille. Malheureusement pour elle, des messages échangés quelques semaines avant l'arrestation prouvaient qu'elle avait entendu des bruits étouffés dans le sous-sol et que David lui avait avoué garder Sarah à l'écart, le temps qu'elle se calme. Au lieu d'alerter quiconque, l'assistante se contenta de répondre qu'elle comprenait la situation et le soutenait, ajoutant même une phrase ambiguë sur la nécessité de maintenir la discipline. La tension monta alors d'un cran dans la salle. Le procureur fit valoir que, même sans être l'initiatrice, sa passivité était un facteur aggravant, car elle avait permis au crime de perdurer. Cela la rendait complice, au moins dans un sens moral et juridique. Au cours du contre-interrogatoire, la défense de Rebecca tenta de la faire apparaître comme une femme fragile, sous l'emprise d'un manipulateur. On mit en avant son isolement affectif, on expliqua que, orpheline de mère très tôt, elle aurait cherché chez David Henderson une figure paternelle et un protecteur. Toutefois, les preuves matérielles et la froideur de certains de ses propos, dans les messages retrouvés, jouèrent en défaveur de cette thèse. Les plaidoiries finales ne laissèrent que peu de place au doute quant à l'issue du procès. Le procureur rappela l'ensemble des faits, la préméditation évidente, la gravité incomparable d'infliger un tel calvaire à sa propre enfant. Les avocats de la défense ne pouvaient contester les preuves. Ils ne purent qu'implorer la clémence, en invoquant un état psychique perturbé. En fin de compte, le juge rendit un verdict correspondant à la gravité inouïe de l'affaire. David Henderson fut déclaré coupable d'enlèvement, de séquestration, de violence aggravée et de mise en danger de la vie d'une mineure. La sentence fut la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, avant de très longues décennies. Le tribunal reconnut également Rebecca Townsend coupable de non-assistance à personne en danger, de complicité de maltraitance sur mineurs et de dissimulation d'indices. Sa peine fut moins lourde, mais néanmoins substantielle, avec plusieurs années d'emprisonnement ferme, assortie d'une interdiction d'exercer dans le secteur médical. Une fois le jugement prononcé, la société tout entière dut se confronter aux implications de ce drame. Les organisations de protection de l'enfance, qui avaient suivi l'affaire, soulignèrent à quel point il était crucial de développer davantage de programmes de prévention et de sensibilisation pour repérer les signaux faibles de maltraitance.
On pointa également l'importance de la collaboration entre les institutions scolaires et les services sociaux, afin qu'une adolescente montrant des signes de détresse ne passe pas inaperçue. La communauté locale, profondément atteinte, organisa une veillée en l'honneur de Sarah, où beaucoup exprimèrent leurs regrets et leur solidarité. Des associations se mirent à collecter des fonds pour soutenir le long processus de guérison psychologique que la jeune fille devrait entreprendre. Car la séquestration prolongée avait laissé des traces durables. Sarah souffrait de cauchemars récurrents, d'une anxiété aiguë devant la moindre porte fermée. Les médecins craignaient que ces traumatismes la poursuivent longtemps, l'obligeant à se reconstruire étape par étape. Néanmoins, ses soutiens espéraient qu'entourée de spécialistes et de proches bienveillants, elle pourrait un jour reprendre une vie la plus normale possible. Au fil des semaines, certaines révélations vinrent encore grossir le dossier criminel, notamment autour des finances douteuses de David Henderson, prouvant qu'il cherchait peut-être à obtenir des compensations ou des aides sous prétexte de la disparition de sa fille. Certains relevés bancaires montraient même qu'il avait souscrit à une assurance particulière sur la santé de l'adolescente, et il n'était pas exclu qu'il eût prévu pire encore. On découvrit également des journaux intimes où David notait des remarques confuses sur l'ingratitude de Sarah. Tout ceci indiquait que les violences pouvaient avoir commencé bien avant la séquestration. Le tribunal s'en servit pour clore définitivement la possibilité d'un pourvoi en appel fondé sur un quelconque accident ou sur la thèse d'un acte impulsif. Il était avéré que David Henderson avait préparé, planifié et dissimulé son crime de manière intentionnelle. Quant à Rebecca Townsend, plusieurs psychologues mandatés par la justice estimèrent qu'elle présentait un profil de dépendance affective et qu'elle admirait David au point de nier la réalité. Malgré tout, la loi jugea qu'elle était assez lucide pour répondre de ses actes, et sa condamnation fut maintenue sans la moindre réduction de peine en appel. Elle ressortit de l'affaire marquée à vie, brouillant son image d'infirmière dévouée et affectueuse. Désormais, elle était identifiée comme complice d'un criminel notoire. Pour la communauté entière, ce fut un électrochoc. On se rendit compte qu'on ne connaissait jamais totalement la vie privée de ses voisins, même quand ceux-ci semblaient irréprochables. L'impact à long terme s'étendit aussi dans la sphère médicale. La clinique privée où travaillait David Henderson dut fermer temporairement, le temps qu'on enquête sur ses finances et sur ses procédures internes. Des employés affirmèrent se sentir trahis, n'ayant jamais douté de l'intégrité de ce docteur. Quelques patients endeuillés racontèrent qu'il avait été formidable avec eux, qu'il leur avait sauvé la vie ou celle de leurs proches. La chute de ce héros local eut un retentissement émotionnel particulièrement puissant, forçant chacun à réviser son jugement et à s'interroger sur l'articulation entre apparence et réalité. Sur le plan juridique, l'affaire devint un exemple dans les études de cas portant sur la violence intrafamiliale extrême. Des séminaires furent organisés dans plusieurs académies de police, expliquant comment un criminel de sang-froid peut feindre le rôle d'une victime endeuillée, et combien il est crucial de conserver un regard objectif sur toutes les pistes d'enquête. Pour ce qui est de Sarah, sa vie prit un tournant radical. Après son séjour à l'hôpital, elle fut placée sous la protection d'un tuteur légal désigné par la justice, n'ayant plus aucun parent proche capable de l'élever. Les procédures pour lui redonner un sentiment de sécurité se poursuivirent pendant de longs mois. Sur le plan scolaire, on lui proposa de reprendre les cours dans un établissement adapté, avec un accompagnement psychologique individualisé. Le nom Henderson devint tristement célèbre, suscitant parfois chez la jeune fille la crainte d'être reconnue ou jugée pour un passé sur lequel elle n'avait eu aucun contrôle. Les assistantes sociales chargées de son dossier mentionnèrent une forte résilience chez elle, malgré un mutisme occasionnel. Au fil des années,
elle resterait probablement hantée par les souvenirs du sous-sol, par la crainte qu'on vienne l'enfermer à nouveau, par la perte de confiance en toute figure d'autorité adulte. Son histoire, relayée dans la presse nationale, servit de piqûre de rappel quant à l'importance de voir au-delà des apparences et de prêter attention aux signaux de détresse, même chez les individus qu'on croit les plus sûrs. Toutefois, dans l'enceinte du tribunal, la sentence tomba comme un coup de tonnerre final. Le père était condamné, l'assistante aussi. On désigna un procureur spécial pour suivre l'exécution de la peine et vérifier que l'homme ne bénéficie d'aucun traitement de faveur en détention. À la fin du procès, la salle d'audience était saturée de larmes et de colère. Les équipes de journalistes se massèrent pour obtenir la moindre déclaration. Les avocats de la défense s'éclipsèrent, déclarant qu'ils se conformaient à la décision judiciaire, tout en regrettant, à titre formel, qu'on n'ait pas mieux exploré les troubles psychiatriques du prévenu. Du côté des associations de victimes, on se félicita qu'enfin un cas de maltraitance familiale extrême ait reçu la plus haute peine possible. Les voisins, eux, n'osèrent plus guère commenter, trop abasourdis par cette révélation qu'ils n'auraient jamais imaginée. La maison du drame, après avoir été fouillée de fond en comble, fut mise sous scellé, puis revendue. Pendant un temps, des curieux vinrent la photographier, comme si son apparence banale cachait encore des secrets macabres. Pour conclure, je voudrais simplement dire que cette affaire illustre la façon dont la confiance peut être trahie au sein même d'un foyer, et combien il est douloureux de découvrir qu'une image de parent protecteur peut n'être qu'une façade. Je suis si reconnaissante pour celles et ceux qui ont suivi cette affaire jusqu'au bout, car la ténacité de chacun a sauvé une vie. Je veux aussi vous exprimer mon espoir. Un jour, j'aimerais voir Sarah se reconstruire et prouver au monde que l'on peut survivre à l'horreur. Je vous remercie d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. Si vous ressentez de la compassion et de l'indignation comme moi, sachez que des organismes de protection de l'enfance travaillent sans relâche pour venir en aide aux victimes. Je suis consciente que ce récit est éprouvant, mais il est nécessaire pour briser le silence et sensibiliser chacun. Je vous encourage à explorer les autres histoires disponibles sur ma chaîne. Cela vous permettra d'en apprendre davantage sur les rouages des enquêtes criminelles et de découvrir des récits parfois aussi dérangeants que celui-ci. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour d'autres vidéos.